Bien, primero, bueno, muchas gracias a Manuel por haber hecho un viaje transatlántico para estar con nosotros. Él nos acompaña de la Universidad de Brest y es experto en geología, así que no es un jurista, es un geólogo, y lo cual enriquece muchísimo nuestro congreso porque efectivamente la idea de este seminario era tener una visión interdisciplinaria de los diferentes retos ambientales. Así que estamos felices de tenerlo con nosotros. Y bueno, le cedo la palabra para que nos presente su exposición. Hola a todas y todos. Voy a presentar mi trabajo de tesis que ha empezado hay un año ahora. Voy a hacer mi presentación en francés porque es mi primer seminario internacional. Soy como un poquito estresado et voy a hacerlo en francés. Bon, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats de cette première année de thèse qui porte sur le transport maritime en Caraïbes et plus spécifiquement sur la répartition spatiale des pressions environnementales du transport maritime. Alors, pour vous présenter quelques éléments de contexte, le transport maritime représente à peu près 90% des échanges commerciaux mondiaux dans le monde de marchandises. Et donc, ce transport maritime, il est associé à différents processus. Mondialement, on observe des processus de globalisation et de maritimisation de l'économie mondiale, ce qui veut dire que les économies mondiales sont de plus en plus dépendantes du fait portuaire et maritime. Ces deux processus sont liés à un autre processus qu'on appelle le gigantisme naval et qui va avoir tendance à accueillir des navires de plus en plus grands qui vont naviguer au travers les mers et les océans du globe. Et donc, dans les années futures, on s'attend à une augmentation des flux maritimes et de la dépendance aux faits maritimes. Ce transport maritime, il n'est pas sans incidence sur l'environnement. Les navires, comme les infrastructures portuaires, génèrent des pressions environnementales qui vont avoir des répercussions à la fois au niveau mondial globalement, mais aussi au niveau local, notamment dans les ports qui sont desservis par le transport maritime. Comme je vous l'ai dit précédemment, le transport maritime les flux du transport maritime devraient augmenter dans les années futures. Donc, on peut s'attendre à une augmentation des pressions environnementales globales, mondiales, liées au transport maritime. Et c'est notamment ce qui est scénarisé par l'Organisation maritime internationale qui envisage une augmentation de 90 à 130% d'ici 2050 des émissions atmosphériques. Mais on peut aussi envisager une exposition de plus en plus importante des populations locales et notamment portuaires. Donc, je fais une petite aparté sur quelque chose que vous connaissez très bien, j'imagine, le mouvement qu'on appelle Environmental Justice, qui est né à la fin des années 70 aux États-Unis et qui visait à dénoncer la surexposition des populations afro-américaines à des risques industriels et à des risques de pollution. Et donc, l'objectif, ou plutôt les objectifs de ce mouvement étaient tout d'abord de dénoncer les inégalités d'exposition selon les communautés, d'essayer de les réduire et de revendiquer le droit des personnes victimes. Et donc, comme je vous le disais précédemment, le transport maritime génère des pressions environnementales et peut être considéré à ce titre comme une industrie polluante, en sachant qu'une grande majorité des industries polluantes à travers du monde sont responsables d'inégalités environnementales, et c'est ce qui est démontré par Le Jeune en 2015. Donc, la question qui est posée par ma thèse repose sur ce constat-là, et il est de dire, est-ce que le transport maritime est responsable d'inégalités environnementales à grande échelle? Et nous nous intéressons à la Caraïbe, et plus spécifiquement à la grande région Caraïbe, qui comprend à la fois la mer du même nom et le golfe du Mexique. Donc, première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi travailler sur la Caraïbe? Parce que la Caraïbe, c'est une zone géographique du monde dans laquelle on retrouve une très grande densité de navires et de transport, et donc une grande densité du transport maritime. On estime notamment qu'environ 15% du trafic maritime mondial transite par le canal de Panama. C'est un espace dans lequel on retrouve des territoires avec des niveaux de développement extrêmement différents. On y retrouve notamment un des pays les plus riches du monde comme les États-Unis et des pays parmi les plus pauvres du monde et les moins développés du monde selon les critères d'IDH, comme Haïti par exemple.
Et c'est un espace en fait, dans lequel on va retrouver des territoires avec des régimes politiques et législatifs extrêmement différents. Donc cet espace, en plus de cela, est desservi par des types de trafic et une structuration du trafic assez particulière. On y retrouve notamment des trafics très spécifiques de la Caraïbe, comme la croisière. Le bassin Caraïbe est le premier bassin de croisière du monde devant la Méditerranée. On y retrouve aussi une intensité du trafic d'hydrocarbures, notamment dans le golfe du Mexique et au large du Venezuela. Et on retrouve aussi du trafic par porte-conteneurs, notamment transitant par le canal de Panama. La Caraïbe, c'est aussi un espace dans lequel nous, on identifie deux types de trafic, ou plutôt un trafic maritime à deux vitesses. Donc, c'est un travail qu'on est en train de réaliser actuellement. Et on essaie de démontrer qu'il y a un trafic maritime à la fois mondialisé, avec des navires qui parcourent les mers du globe en suivant certaines routes particulières, systématiquement les mêmes, qui vont transporter des marchandises très spécialisées. Donc, on va avoir des navires spécialisés pour un type de marchandises et qui vont desservir des ports qui sont équipés en infrastructures capables de les recueillir, donc avec une profondeur d'eau portuaire assez importante et des infrastructures pour décharger les marchandises très spécialisées, comme les conteneurs par exemple. Donc, on a ce côté, ce trafic mondialisé qui va desservir certains ports de la Caraïbe. Et ensuite, de l'autre côté, un trafic que nous appelons domestique. Et donc, ce sont des ports en fait, qui n'ont pas les capacités infrastructurales pour accueillir des navires inscrits justement dans le trafic mondialisé. Mais en Caraïbes, on a quand même des territoires qui sont complètement dépendants du fait maritime. Nous avons de nombreuses îles, notamment dans l'arc des Antilles, qui n'ont pas les capacités agricoles, par exemple, pour fournir de la nourriture pour l'intégralité de la population, et qui sont donc dans l'obligation, en fait, qui sont complètement dépendants du transport maritime. Donc, la question, c'est de se dire, les trafics mondialisés qui apportent ces marchandises ne desservent pas ces territoires parce que les infrastructures ne sont pas capables de les accueillir. Comment est-ce qu'on fait? On crée des hubs, donc le transport mondialisé arrive dans certains ports, et depuis ces hubs, on a des navires qui sont beaucoup plus polyvalents, qui peuvent transporter différents types de marchandises, qui ne suivent pas des routes particulières, mais plutôt qui vont être sujets aux besoins, à l'offre et à la demande, et qui vont aller desservir ces territoires particuliers qui sont en marge du trafic mondialisé. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de démontrer pendant cette conférence, c'est que les pressions environnementales induites par le trafic mondialisé et le trafic domestique ne sont pas équivalentes, ne sont pas les mêmes. Et donc, voilà, la question à laquelle j'essaie de répondre, c'est comment se spatialisent les pressions environnementales du transport maritime en Caraïbes. Donc déjà, la première chose, c'est de vous présenter le jeu de données que j'utilise, qui est quand même assez particulier. Nous utilisons un jeu de données d'escale. Donc, on essaie d'identifier l'intégralité des navires qui arrivent dans un site portuaire et dans tous les sites portuaires potentiellement de la Caraïbe. Il n'y a pas de jeu de données comme ça disponible à grande échelle, ça n'existe pas, donc il a fallu qu'on la produise nous-mêmes. Donc la première chose, ça a été d'identifier tous les ports commerciaux de la Caraïbe. C'est pareil, aucun jeu de données ne recense l'intégralité des ports commerciaux de la Caraïbe. Donc en fait, ça a reposé sur une identification visuelle par photo-interprétation d'images satellites pour identifier tous les ports et les numériser. Lorsqu'on a identifié ces ports-là, on a généré ce qu'on appelle des buffers, donc une sphère autour de l'épicentre du port, et on a essayé de regarder quel navire venait à l'intérieur de ce buffer et ressortait. Lorsqu'un navire rentre dans ce buffer, passe en dessous d'une vitesse de 0,5 nœuds et ressort de ce buffer, on appelle ça une escale. Donc, une escale est définie par un navire pour une durée dans un site portuaire. Et donc, pour identifier les navires qui rentrent dans ces buffers autour des sites portuaires, nous avons acheté une base de données qu'on appelle AIS, Automatic Identification System, dans laquelle, en fait, tous les navires de la Caraïbe pendant un an ont généré environ toutes les 3 minutes un point GPS qui les localise. Donc, à partir de tous ces points GPS, on peut calculer des trajectoires, des vitesses et donc estimer le nombre d'escales par site portuaire. Et donc, chaque escale, comme je vous le disais, est effectuée par un navire qui a une empreinte qu'on appelle un code MMSI. Et ce code MMSI, on peut le rapporter à d'autres caractéristiques du navire avec d'autres bases de données. Nous avons utilisé la base de données IHS Markit, qui est en partie incomplète, mais qui permet quand même d'avoir certaines caractéristiques que je vais vous montrer ensuite. Et donc, ce jeu de données, on l'a aussi un peu enrichi en bricolant un petit peu. Si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer, mais je ne pense pas que ça ait d'utilité pour tout le monde ici. Donc, au final, on se retrouve avec un jeu de données
où pour une année, l'année 2019, nous avons dans la grande région Caraïbe un peu plus de 22 000 navires qui transitent et qui réalisent environ 1 500 000 escales. Pour ces 1 500 000 escales, nous avons environ 40% voilà, des escales pour lesquelles nous pouvons avoir des données sur le type de navire, l'âge du navire, les volumes transportés, la puissance maximale de motorisation, mais aussi d'autres paramètres comme le pavillon de navigation, par exemple. Et donc, en fait, on peut arriver ensuite à générer des cartographies comme celle que vous avez ici. Et donc, peut-être je vous explique un petit peu comment elle marche parce que ça va revenir régulièrement pendant la présentation. En fait, chaque cercle correspond à un site portuaire, environ 500 sites portuaires là sur la Caraïbe, un peu plus, 550. Et chaque cercle ici, la taille est proportionnelle au nombre d'escales qui sont réalisées dans le site portuaire. Et la couleur est aussi proportionnelle, dépend aussi du nombre d'escales. Donc, plus on tend vers le rouge, plus on va avoir un nombre d'escales important. Donc, voilà. Donc, maintenant, comment se spatialisent les pressions environnementales du trafic maritime en Caraïbes? On revient à notre question de départ. Souvent, les pressions environnementales dans les recherches habituelles sont catégorisées en deux parties, les pressions environnementales diffuses et les pressions environnementales accidentelles. Les pressions environnementales accidentelles dépendent d'un accident ou d'une problématique ou d'un dysfonctionnement lié à un navire, alors que la pression diffuse est extraite de ces problématiques-là. Donc, pas d'accident, pas de dysfonctionnement du navire, c'est juste une pollution qui arrive au jour le jour, normalement, le fonctionnement normal du navire. Et donc là, ce que je voulais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'était deux exemples. Un exemple de pression diffuse et un exemple de pression accidentelle. Donc, l'exemple de pression diffuse, c'est la pollution atmosphérique. Bien sûr, je ne peux pas faire un état de la pollution atmosphérique, tous les indicateurs possibles, il y a plein de choses possibles, ça dépend le contaminant qu'on regarde, c'est assez compliqué, donc on utilise ce qu'on appelle des proxys. Les proxys, ce sont des indicateurs qui nous permettent d'évaluer globalement la pollution atmosphérique. Donc ici, le proxy que nous utilisons, c'est l'émission atmosphérique qui n'est pas focalisée sur un composant. On ne s'intéresse pas au carbone ou à l'oxyde de soufre ou à l'oxyde d'azote comme dans la plupart des études. On parle d'émissions atmosphériques globales. Et donc ça va dépendre de deux paramètres, la durée des escales et la puissance maximale des navires. OK ? Donc la méthodologie utilisée, je ne vais pas trop pousser dessus, mais en gros, on s'intéresse à la puissance maximale du navire, au pourcentage de la puissance maximale qui est utilisée par le navire pendant l'escale, parce qu'il faut savoir que les navires ne s'arrêtent pas pendant leur escale, ils continuent de fonctionner et donc d'émettre des émissions atmosphériques. Et en fait, cette puissance maximale utilisée pendant l'escale, elle va dépendre principalement du type de navire. Ensuite, la durée d'escale et ensuite un facteur d'émission qui dépend du type de combustible, du type de motorisation et du composé qui nous intéresse. Comme je vous l'ai dit, nous, on ne s'intéresse pas à un composé particulier et les données desquelles on dispose ne permettent pas d'aller à un niveau de finesse permettant de savoir le type de combustible et le type de motorisation. Donc, bien sûr, cette observation, elle a des limites. Donc, tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous montrer là sur les cartes qui arrivent, bien sûr, sont à prendre avec des pincettes. Nous, ce que nous voulions, c'était avoir des données qui étaient comparables entre sites portuaires et avoir une première idée un petit peu des émissions atmosphériques et de leur répartition spatiale à l'échelle de la Caraïbe. Mais bien sûr, si nous voulions vraiment connaître les émissions dans un site portuaire, il faudrait avoir des données beaucoup plus précises qui sont impossibles à avoir à une telle échelle. Donc voilà en fait la représentation cartographique de ces émissions atmosphériques à l'échelle de la grande région Caraïbe. Donc, on retrouve différents pôles où les sites portuaires sont plus exposés qu'à d'autres. On voit notamment à Houston, dans le golfe du Mexique, au sud de la Floride, dans les Bahamas, et aussi au niveau de la pointe du Yucatan, au Mexique. On voit aussi qu'on a des pollutions atmosphériques, des émissions atmosphériques assez importantes au niveau de l'arc antillais, et notamment dans les îles Vierges britanniques, américaines et à Porto Rico. Donc, en fait, nous, on a observé ça et on s'est dit, bon, quelles sont les catégories de navires ou quels sont les navires qui vont générer en fait ces émissions atmosphériques et responsables des émissions atmosphériques dans les sites portuaires. Et donc, en fait, on s'est intéressé, on a regardé un petit peu les différentes catégories de navires et on s'est particulièrement intéressé aux navires qui transportaient les plus gros volumes à l'échelle de la Caraïbe. Et donc ici, je vais vous présenter en fait la répartition spatiale des escales des trois catégories de navires qui transportent le plus de volume à l'échelle de la Caraïbe, que sont du coup la croisière, les porte-conteneurs et les tankers.
Donc, les porte-conteneurs, voici leur répartition spatiale. Ici, on parle de nombre d'escales des porte-conteneurs par site portuaire. Donc, on voit bien deux pôles qui se dégagent. Un pôle autour du canal de Panama, à Colón, Carthagène en Colombie et Puerto Limón au Costa Rica, par exemple. Et un autre pôle au sud des États-Unis, au sud-est des États-Unis, au niveau de la Floride, un petit peu des Bahamas et un petit peu au nord de la Floride. Donc, voilà un petit peu la répartition des escales des porte-conteneurs. Si on s'intéresse aux navires pétroliers, donc aux tankers, on voit qu'ils sont principalement répartis dans le golfe du Mexique, et notamment dans les ports américains. Et si on s'intéresse aux navires de croisière, on voit trois pôles qui se dégagent, la presqu'île du Yucatan, la Floride et les Bahamas, et le nord de l'arc des Antilles. Donc, lorsqu'on reprend notre carte des émissions atmosphériques en regardant les différents pôles des trois catégories de navires que nous voulons étudier, on se rend compte que, à partir de ces trois catégories de navires, les pôles qui sont principalement sujets à de l'émission atmosphérique sont les pôles qui accueillent des pétroliers, des croisiéristes et des tankers, des pétroliers et des porte-conteneurs, excusez-moi. Et dernière chose, on se rend compte que ce sont aussi les ports qui accueillent les plus gros tonnages en sortant du paradigme de ces trois catégories de navires-là. Donc là, en prenant tout navire confondu, vous avez ici les tonnages par site portuaire. Et donc, on retrouve bien des ports sujets aux émissions atmosphériques, qui sont les ports qui accueillent les plus gros volumes et qui accueillent des navires particulièrement inscrits dans la mondialisation et dans le trafic mondial, que sont les croisiéristes, les tankers et les porte-conteneurs. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelles sont les conséquences socio-économiques locales sur les sites portuaires en question. Et donc là, dans la littérature, on identifie trois retombées socio-économiques majeures: la dégradation des écosystèmes, des problématiques de santé et des problématiques liées au tourisme. Et moi, la question qui m'intéresse, c'est de me dire, mais est-ce que ces problématiques-là vont générer des conflits au niveau de ces sites portuaires? Et c'est ce que je souhaite faire au travers de missions sur des sites portuaires particuliers. Et c'est aussi pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que je pars à Colón, au Panama, pour une mission d'1 mois et demi à partir de la semaine prochaine pour essayer d'étudier cette matérialisation et cette création potentielle de conflits sur le site de Colón, qui est, comme nous l'avons montré avant, un site particulièrement sujet à de la pollution diffuse. Donc voilà pour la pollution diffuse. Je me permets juste de boire un petit peu d'eau. Et maintenant, le deuxième point, qui sera peut-être un petit peu plus court, sur les pressions accidentelles. Et donc là, pression accidentelle, un exemple de pression accidentelle, ce sont le naufrage d'un navire, par exemple, et la génération d'une marée noire. C'est quelque chose que vous avez tous en tête. Et donc là, l'indicateur proxy que nous utilisons pour identifier les problématiques accidentelles, c'est l'âge des navires. Parce que plus un navire est vieux, plus il va y avoir de risques d'accidents liés à ce navire particulier. Donc là, la première question qu'on s'est posée, c'était de savoir est-ce qu'on prend toutes les catégories de navires confondus ou est-ce qu'on se spécialise sur une catégorie de navires particulière? Après discussion avec différents experts et spécialistes, on a décidé de se focaliser uniquement sur une seule catégorie, tout simplement parce que certaines catégories ne sont pas du tout comparables. C'est-à-dire que, par exemple, les navires de service, on peut passer aux remorqueurs. Les remorqueurs vont rentrer dans un port et ressortir. Ils vont être souvent à terre et donc ils vont être mieux entretenus. Donc, on a des remorqueurs qui ont 60-70 ans dans les ports américains, mais qui sont en parfait état et qui ne sont pas du tout dangereux. La même chose avec les croisières. Les vieux navires de croisière ne sont pas particulièrement dangereux parce que les vieux navires de croisière sont souvent des navires en bois qui transportent 40 ou 50 personnes. C'est plutôt des navires de luxe, alors que les navires récents qui peuvent transporter jusqu'à 5000 ou 6000 personnes, eux, sont beaucoup plus dangereux pour l'environnement. Donc, on a décidé de choisir une catégorie de navires où l'âge avait réellement un impact et notamment, nous avons choisi de nous focaliser sur les cargos conventionnels. Et donc là, je vous ai mis l'image d'un cargo conventionnel qui desservait le port de Fort-de-France en Martinique la semaine dernière, qui s'appelle le Condor Bilbao. Et donc, on voit que ce navire-là, qui a même pas une quinzaine d'années, il me semble, est déjà quand même dans un état de rouille assez avancé. Et donc, c'est intéressant de se focaliser sur ce genre de navire-là. Donc là, cette carte-là, je vais demander un tout petit peu votre attention parce que ce n'est pas comme tout à l'heure. Il y a une double discrétisation. La taille des cercles est relative au nombre d'escales des cargos conventionnels, alors que la couleur est relative à l'âge. D'accord? Donc, si on regarde la taille, on voit bien en fait que les cargos conventionnels, ils vont aller un petit peu partout dans la Caraïbe.
On avait vu tout à l'heure dans le trafic mondialisé des zones très spécialisées, des pôles très spécialisés. Ici, les cargos conventionnels, ils se rendent partout, pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. Et on voit quand même une présence assez importante dans l'arc antillais, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et maintenant, si on regarde la couleur, donc la couleur bleue est relative à des navires relativement jeunes et la couleur rouge à des navires relativement âgés. Et donc là, ce qui est assez marquant, je trouve, sur cette carte, c'est la différence Golfe du Mexique, mer des Caraïbes. Donc dans le Golfe du Mexique, on voit que les cargos conventionnels ont une moyenne d'âge relativement jeune par rapport à la mer des Caraïbes qui est desservie par des cargos conventionnels beaucoup plus âgés. Et un deuxième point d'attention, pardon, excusez-moi, c'est donc là, vous voyez la petite focale sur les petites Antilles qu'on retrouve en haut à droite. Si on regarde individuellement les îles, nous avons 2 îles dans lesquelles les ports sont desservis par des navires, par des cargos conventionnels d'âge inférieur à la moyenne globale des cargos. C'est la Guadeloupe et la Martinique. Et la Guadeloupe et la Martinique, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces îles dans l'arc antillais? C'est que ce sont des territoires à un niveau de développement particulièrement important par rapport aux autres îles de l'arc. Et donc, c'est ce qu'on peut voir ici avec cette carte qui représente le niveau de développement, donc c'est un indicateur de développement humain pour les territoires littoraux à l'échelle de la Caraïbe. Et donc, on voit bien que la Guadeloupe et la Martinique sont parmi les territoires les plus développés de cet arc-là. Et donc, on voit pareil, la même différence entre le Golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Donc, au final, on a des sites portuaires qui sont déconnectés du transport mondialisé, qu'on a pu voir ici dans l'arc antillais notamment, qui vont être desservis par des porte-conteneurs, par des cargos conventionnels et par des navires beaucoup plus vieux. Et ces cargos conventionnels, ce sont des navires plus petits que les navires qui font le trafic mondialisé et qui ont des cargaisons polyvalentes. Et ça induit un risque d'accident plus important. Et donc, les 2 questions qui découlent de cela, quelles sont les conséquences socio-économiques locales du risque d'accident? Toujours pareil, problématique de dégradation des écosystèmes, problématique pour la pêche, cette fois-ci, et problématique pour le tourisme. Et donc là, c'est la même chose. Moi, j'aimerais étudier les conflits que cela génère et je suis à la recherche de financement pour me rendre notamment dans certains territoires de l'arc antillais qui m'intéresseraient, notamment faire une comparaison entre la Dominique et la Guadeloupe ou la Martinique, qui sont des territoires très proches à des niveaux de développement très différents. Et la deuxième question que pose ce risque d'accident, c'est quel est le niveau de vulnérabilité des zones côtières? Alors, je ne sais pas, on a beaucoup parlé de vulnérabilité, je ne sais pas si tout le monde a la même définition. Dans le domaine des risques côtiers, souvent, la vulnérabilité, on la met à la croisée de l'aléa, de l'enjeu, de la perception et de la gestion. Et donc là, c'est une question qui commence à émerger au sein de mon sujet de thèse, et on va voir un petit peu avec mes encadrants comment on essaie de s'en emparer ensemble. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que la base de données qui était à notre disposition était intéressante à utiliser et pas encore complètement exploitée, mais voilà, qui est assez novatrice et assez intéressante. Ensuite, nous avons en Caraïbes des ports avec des caractéristiques très différentes. On y trouve des trafics maritimes très différents que nous divisons entre trafic mondialisé et trafic domestique. Et on a pu voir une convergence spatiale entre transport mondialisé et pollution diffuse d'une part, et d'autre part, entre transport domestique et risque de pollution accidentelle. Donc, les perspectives de ce travail, c'est déjà d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse par une analyse spatiale statistique et la réalisation d'une classification ascendante hiérarchique qui devrait permettre de faire une catégorisation portuaire plus fine et aller plus loin que justement juste cette dichotomie entre transport maritime mondialisé et domestique, mais aller plus loin en fonction de plusieurs critères et indicateurs que nous sommes en train de développer en ce moment. Ensuite, nous aimerions intégrer les données de développement dans nos calculs statistiques. Le troisième point, c'est de réaliser des études sur la matérialisation locale de ces pressions environnementales générées par le transport maritime au travers d'études de cas. Et donc, c'est notamment ce que je vais faire au Panama à partir de la semaine prochaine. Et le dernier point, c'est d'impliquer les acteurs locaux dans nos recherches. Et donc, pour ça, je fais juste une dernière aparté, ce sera la dernière. Là, au travers des 5 derniers mois, nous avons développé une interface de géovisualisation à partir des données qui étaient à notre disposition. Donc, c'est sur un site internet qui n'est pas encore disponible, mais qui le sera bientôt, sur lequel, en fait, toutes nos données sont disponibles. Enfin, une partie de nos données sont disponibles, pas toutes encore, parce qu'il y en a certaines qu'on veut publier avant de les rendre disponibles sur
sur le site. Et donc, en fait, ce site-là, il permet de choisir, de sélectionner, là, je vous ai fait une représentation particulière, mais de sélectionner un port, par exemple, et de regarder le nombre d'escales, les ports d'origine et de destination. On peut faire tout un tas de traitements là-dessus. Et en fait, l'idée derrière ça, c'était de présenter ça à des acteurs portuaires et de leur dire, bon, ben voilà, nous, ce qu'on peut vous fournir. Est-ce que vous, en contrepartie, vous pouvez nous fournir certaines données, participer à nos recherches, nous expliquer comment vous gérez certaines problématiques sur vos ports. Et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on espère impliquer les acteurs locaux portuaires. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et en espérant vous avoir intéressé. Muchísimas gracias, Emanuel. Creo que todos estamos impresionados con esta exposición porque creo que pocos de nosotros hemos visualizado los movimientos portuarios que puede tener, y en Puerto Limón en particular, creo que ninguno de nosotros había tomado conciencia del movimiento portuario que tiene nuestro puerto de Limón y de los desafíos ligados a este movimiento portuario, porque al final es eso, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene aquí en este seminario, hablar de los desafíos ambientales que enfrentamos a raíz de las diferentes situaciones que nos exponen. Y en efecto, ¿verdad? Estamos muy contentos de ver cruceros, pero eso tiene un costo ecológico y ambiental. Estamos muy contentos de que el puerto funcione bien, pero eso tiene un costo ambiental también y que tenemos que trabajar fuertemente en eso. Muchas gracias, Manuel. No sé si tienen comentarios o preguntas o están en shock todavía. Sí, Juan Carlos, por favor. Primero que todo, muchas gracias y demasiado interesante la mención del Puerto de Limón de Costa Rica. Muy puntualmente, es un gran trabajo. ¿Cómo desearía usted, como investigador, que este tipo de insumo fuera tomado por los, valga la redundancia, tomadores de decisiones? ¿Se han acercado gobernantes, tomadores de decisiones locales o a nivel global interesados a la fecha? ¿Usted esperaría que se acercaran con inquietudes y que quizá lo puedan tomar como insumo para la toma de decisiones? Des gens politiques qui prennent des décisions pour savoir s'ils sont intéressés par cette étude, s'ils sont intéressés de voir l'impact, s'ils sont intéressés de prendre des décisions là-dessus, ou si vous faites les études d'abord et après, vous voulez socialiser les conclusions pour pouvoir faire conscience comment ça va se passer après. Ouais, ok. Et c'est une excellente question. Alors, en fait, en amont de cette thèse-là, il y a ce qu'on appelle un observatoire au milieu littoral Caraïbe qui a été développé en Guadeloupe et au sein desquels mes encadrants de thèse ils font partie de ce collectif-là qui travaille sur le port de Pointe-à-Pitre. Et en fait, il y a eu des échanges avec les autorités portuaires qui n'ont pas toujours été, c'est pas évident. En fait, parler de problématiques environnementales avec des gestionnaires des autorités portuaires, c'est pas quelque chose de facile, quoi. Parce que en fait, ça va à l'encontre souvent de leur intérêt économique et c'est pas toujours évident en fait d'aborder ces questions-là. Donc, la stratégie qui a été pensée, c'était de se dire, bon, ben, on va faire l'étude régionale, sortir des données, sortir des informations, et après, arriver avec ces informations-là et dire, bon, ben, nous, on ne va pas s'intéresser spécifiquement aux pollutions que vous générez dans un port, mais on va essayer de regarder, par exemple, de comparer vos retombées environnementales avec celles d'un autre port. Et donc, c'est peut-être en fait de cette manière-là que nous, on essaie d'intéresser les autorités portuaires, c'est-à-dire de dire, bon, mais en fait, on n'est pas là pour accuser une autorité portuaire ou un port en particulier, mais on est là pour montrer en fait un problème systémique. Et justement, en fait, là, ce logiciel permet de dire, bon, mais où est-ce qu'on en est, nous, en tant qu'autorité portuaire, en tant que site portuaire, à volume égal ou à type de trafic égal, avec d'autres sites portuaires au travers de la Caraïbe. Et donc, ça permettra en fait de se comparer et à essayer de générer du coup de nouvelles actions qui permettront potentiellement de diminuer les pressions environnementales générées par les ports, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question. 6, c'est bon? Ouais. Très bien. Tu peux venir ici. Está apagado. Y Letton. Tu peux me la faire en français. Lolo. Hola, muchas gracias para esta intervención de alto nivel. Impresionado con de verdad la metodología
y todo lo que se puede hacer con puntos GPS. Verdad, impresionado. Me gustaría saber una cosa. Si tú has notado, tal vez al nivel de los puertos en Caraíbe, una influencia asiática, una influencia de China que puede finalmente, ¿cómo decir? Desarrollar un tráfico comercial normal y estar un poco contra la lógica del medio ambiental. Se puede ver ahora, sabe, ahora en Europa con les nouvelles routes de la soie. Mm. Y entonces me gustaría saber eso a nivel de Caraíbe. Gracias. Alors, le souci avec la question que tu poses, donc tu parles de trafic venant de Chine notamment et les influences ou potentiellement dans les Caraïbes. Le problème, c'est que nous, on peut générer des matrices d'origine-destination, donc on peut savoir en fait de quel port un navire arrive et où est-ce qu'il repart, mais en fait, on est conditionné à l'espace caribéen parce que notre jeu de données s'arrête à l'espace que j'ai montré ici. Donc, on n'a pas en fait les informations des navires qui arrivent de Chine directement. Une autre information qui nous permettrait de savoir en fait le trafic venant de là-bas, ce serait d'utiliser le pavillon du navire pour savoir en fait voilà les navires chinois qui arrivent, quel territoire ils desservent. C'est pas quelque chose que j'ai fait pour le moment. C'est quelque chose qu'on envisage potentiellement de faire, mais pour le moment on n'est pas encore allé jusqu'à ce niveau-là. Le pavillon, on s'est contenté de l'utiliser pour identifier les ports qui étaient desservis par des gros pourcentages de navires de complaisance. Donc, on s'est arrêté à ce niveau-là, en fait. On essaie de voir, en fait, voilà, les états de complaisance, les pavillons, pardon, de complaisance, et essayer de voir quels sont les ports particulièrement desservis par ces navires-là, qui n'ont pas la même législation en termes de droit du travail, droit de l'environnement, et qui potentiellement sont porteurs de plus de risques pour les territoires qui sont touchés par ça. Mais c'est une très bonne remarque, et je pense que c'est quelque chose qui va arriver plus tard dans la thèse, essayer d'identifier, essayer de voir la marchandise d'origine asiatique, d'Asie du Sud-Est, et voir quelles influences ça peut avoir, bien que je pense que ça passera forcément par des études de cas de terrain, parce que c'est extrêmement compliqué à partir de données générales d'identifier ce type de problématique-là, quoi. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Sí, ahora que estabas mencionando eso, es cierto, es difícil establecer porque hubo una pregunta de una estudiante mía por acá, ¿verdad? Que si había alguna legislación internacional sobre el hecho, sobre el hecho de si una persona contamina, ¿verdad? Que si hay responsabilidad de por medio. Sí, normalmente en derecho internacional, ¿verdad? El que contamina paga, ¿verdad? Ese es el principio. Pero hay que establecer quién es el responsable. Entonces, aquí, ¿verdad? Según todavía no han establecido cómo responsabilizar individualmente, digamos, ni tampoco van a ir a perseguir los puertos ni a los países, no es eso, es como abrir ¿verdad? El conocimiento, hacer consciente a los países de esta situación y por qué no después entonces empezar a identificar de dónde vienen los factores más contaminantes para pedir reacciones de parte de los estados. Primero, muchísimas gracias por la presentación. Y segundo, la pregunta era un poco relacionada a lo que decía la profesora. ¿Qué esperaría que suceda con estos estudios a nivel de cambios para responsabilizar a las personas que están haciendo esta contaminación en el Caribe? Y yo entiendo que es difícil traquear a las personas que contaminan, pero sí, ¿qué esperaría que fueran cambios a corto o largo plazo para responsabilizar y generar un cambio en esta materia ambiental? Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Du coup, je peux peut-être déjà rebondir sur ce qui a été dit ici et ce que tu as commencé à aborder. En fait, il y a deux choses. Il y a la pollution accidentelle, dont un navire peut être responsable. On peut responsabiliser un navire pour ça. Donc, la pollution accidentelle, qui peut être consciente ou non consciente. Des fois, c'est fait exprès, des fois, c'est pas fait exprès. On a des rejets de soûtage au large qui peuvent générer des problèmes et donc là, qui sont conscientisés par les acteurs. Et on a d'autres accidents qui sont pas du tout conscientisés. Un échouage, on est pris dans une tempête, on perd certains conteneurs, ça peut arriver aussi, quoi. Donc déjà faire une différence entre voilà, quelque chose qui est voulu, quelque chose qui n'est pas voulu, voir si la réglementation a été respectée. Et là, on peut
on peut s'intéresser à un navire et responsabiliser ce navire et donc faire le procédé de pollueur-payeur. Mais après, on a la pollution diffuse. Et la pollution diffuse, ça, c'est autre chose. Parce que la pollution diffuse, en fait, ça ne répond pas à un dysfonctionnement du navire ou à un dysfonctionnement portuaire. Ça répond juste, en fait, à... On est dans un système où les marchandises transitent à travers le monde, vont d'un point A à un point B, sont construites ici, démantelées là. Et en fait, la pollution atmosphérique, notamment, c'est une retombée de ce modèle social que nous avons accepté ou subi globalement, quoi. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que ben, en fait, réduire les émissions atmosphériques dans un port, en général, ça veut dire réduire l'activité portuaire. Il y a d'autres manières qui existent. On est en train d'inventer des outils technologiques pour réduire la pollution atmosphérique, des systèmes de scrubber qui essaient de laver les émissions, les panaches de fumée qui sortent des navires pour essayer de les décontaminer en partie. Et donc, en fait, ben, oui, technologiquement, on peut réduire en partie, mais en fait, si on veut significativement réduire la pollution atmosphérique et les pollutions diffuses, il faut réduire le transport maritime. Donc voilà, c'est ça qui est particulier. Après, il y a des outils juridiques qui existent, dont on n'a pas parlé, mais peut-être qui peuvent vous intéresser, ce qu'on appelle des Emission Control Area. Donc, c'est des zones de contrôle d'émissions. Il y en a une notamment en Manche, quand on arrive en Europe. Ils essaient d'en installer une en Méditerranée. Il y en a une sur tout le pourtour des côtes américaines et un petit peu autour de Porto Rico. Et c'est cette carte-là. Tac. Alors, excusez-moi, je suis un peu long. Hop, ici. Et donc, ces zones de contrôle d'émissions interdisent l'utilisation de certains carburants ou un niveau de soufre ou de nitrate élevé dans certains carburants pour éviter qu'il y ait des pollutions atmosphériques à grande échelle. Donc, en fait, ça, c'est des outils juridiques qui peuvent être mis en place pour diminuer ces pollutions diffuses et qui contraignent les armateurs. Et donc, après, moi, peut-être les retombées de qu'est-ce que j'espère de cette thèse et de cette étude-là, ben déjà, en fait, si on arrive à démontrer qu'il y a des inégalités spatiale de répartition de ces pollutions et de ces pressions environnementales, ben, c'est la première étape vers une diminution de ces inégalités, quoi. Donc voilà, en fait, l'objectif, il est là. Il est d'identifier des pôles où on va avoir des ports qui vont être sujets à des pollutions particulières. Donc, on peut les identifier. Nous, on ne fait pas de mesure. Je ne vais pas mesurer la qualité de l'air dans le port de Pointe-à-Pitre ou dans le port de Colonne. Mais potentiellement, si on identifie, je ne sais pas moi, un port qui est particulièrement sujet à de la pollution atmosphérique dans les Antilles, potentiellement, d'autres études pourront être réalisées sur ce port-là, faire des mesures, fournir ces mesures à des autorités compétentes sur place qui pourront obliger légalement les armateurs ou les autorités portuaires à réaliser des actions pour diminuer les pollutions atmosphériques. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est essayer d'identifier des zones spatialement où on peut avoir des pollutions particulières. Bon, merci beaucoup à tous. Muchas gracias. Merci beaucoup, Manuel, por ton exposé súper interesante. Voilà, on va pasar. Ahora vamos a ir a las exposiciones en español. Entonces, vamos a llamar a William Bolaños para que nos acompañe aquí en la mesa principal, por favor. Y va a haber un cambio también en la presidencia de la mesa. El doctor Olivier Gassio va a estar presidiendo esta segunda parte. Disculpa, ¿me puedo sentar yo acá porque tengo que presentar, por favor? Ok, entonces yo ahora de allá. Sí, lo que pues le pegamos la imagen a Giancarlo. Porfa. Sí, y yo tengo una serie para... Yo lo que traigo de ahí. Pero... Je peux te prendre en photo avec des packaging? Oui, bien sûr. Buenos días a todos, ¿me escuchan bien?
Sí, ok, perfecto. Y entonces tomo la presidencia porque justamente de lo que les había comentado antes, que estamos negociando cositas, entonces Carla se encarga de hacer la segunda o la tercera tanda de negociaciones para poder, ojalá, mandarlos a Francia más adelante, estudiando y recibir franceses también estudiando acá. Entonces Carla se fue, asumo yo la presidencia y quiero subrayar algunas cositas. Mientras tanto, don Víctor se está listando, es que este chileno es un poco lentito, entonces hay que darle el tiempo. Y dejando el vacilón aparte, las conferencias, decía él que fue rector, decano y presidente de mi tribunal de tesis, decía que lo más importante en los congresos, en los convenios, en los seminarios, no es lo que están hablando, sino el hecho que nos podemos encontrar. Entonces podemos ver cosas, podemos compartir, podemos establecer relaciones humanas porque es lo que hacen que las cosas funcionan. Más allá del contenido, obviamente ya lo vieron muy interesante que tuvimos hasta el día de hoy y que va a seguir a este muy alto nivel, sino más bien es poder conocernos, ver las diferencias culturales y ver lo que podemos aprovechar. Y como lo dijo María varias veces ayer en el bus, que quedamos pegados en el bus desde San Ramón para devolvernos 3 horas. Entonces hablamos de muchas cosas y fue un avance hasta más fuerte desde este punto de vista que las mismas conferencias. Entonces aprovechen para hablar con los franchutes que están aquí, para hablar de temas. Eso es un primer punto. El otro punto muy importante y que es novedoso es el hecho de que tenemos conexión, estamos en Costa Rica con franceses, con caribeños, con costarricenses, latinoamericanos y vía internet tenemos conexión a través de todo el mundo. Desde el lunes se conectaba gente del Cono Sur, gente de Estados Unidos, del norte de América, gente de Europa, gente del Caribe, etcétera. Hay que aprovechar esta tecnología. Segundo punto muy importante, sí hablo rápido, pero igual el tiempo está pasando, entonces no quiero ser la fuente, el origen del atraso. El otro punto muy importante es justamente la ilustración perfecta de lo que tuvimos, dos grandes profesionales acá en Derecho con Marie, entonces una perspectiva muy jurídica de ver cómo ayudándonos con normas, con tribunales, con jurisdicciones, etcétera, podemos hacer avanzar la causa del ambiente, pero del otro lado vemos que también el derecho no sirve para nada. No lo dije así con punto, viene la parte siguiente. Necesitamos técnicos justamente para evaluar daños, para evaluar riesgos, etcétera. Entonces, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, justamente en esta mañana vimos el interés fundamental, el porqué fundamental de hacer este tipo de actividades. Entonces, muchas gracias. Y sí, y nada más el último chiste antes de cerrar, de dar la palabra a Víctor. Todo lo que acabo de decir está ilustrado acá porque son dos viejos amigos, no solamente porque ya los tres somos más viejitos que ustedes del otro lado de la mesa, pero sino es una amistad muy vieja y nos conocimos igual como el día de hoy en conferencias internacionales, en el Academia Internacional de Derecho Constitucional, hace como, no quiero decir fechas, hace mucho tiempo, en caso de que pareciéramos más jóvenes que de lo que somos, igual con William hace muchos años también nos conocimos en mis primeras conferencias acá en Costa Rica. Entonces, muchas gracias y dejo la palabra a Víctor que nos acompaña que nos viene de Chile, más bien. Muchas gracias, Olivier. Bueno, antes de todo, yo quisiera agradecer esta invitación. Ha sido un coloquio hasta ahora muy, muy interesante. Hemos visto, como decía el profesor Gassio, algunas exposiciones bien teóricas, otras más prácticas, lo que permite tener una visión más o menos general de cómo funciona el derecho del medio ambiente y de los desafíos que representa su puesta en práctica, ¿no? Aprovecho de dar las gracias también a la profesora Blanco y en general a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Bueno, justamente yo me voy a referir a un caso práctico. En este minuto, como elemento de contexto, les cuento que yo soy abogado, especialista en políticas públicas, y actualmente me encuentro realizando una consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene que ver con el diseño de normas relativas a la implementación de la ley de responsabilidad extendida del productor en Chile, y particularmente en lo que concierne a los envases y embalajes, que traje algunos elementos prácticos para entender mejor cómo funciona la problemática, ¿ya? Yo voy a dividir mi exposición en dos. La primera parte voy a explicar cómo conceptualmente y desde el punto de vista teórico y de la institucionalidad jurídica funciona la ley de responsabilidad extendida del productor en Chile.
para luego dedicarme a analizar algunos desafíos o retos prácticos que tienen que ver con la implementación, particularmente en relación con los envases y embalajes, y que consisten principalmente en desafíos de tipo técnico-jurídico, en el diseño y en la aplicación de las normas, desafíos económicos y desafíos de innovación en un mecanismo en particular que es justamente el que yo me encuentro desarrollando en este momento. Veamos los elementos de contexto. ¿Por qué era necesaria una ley de responsabilidad extendida al productor en Chile? ¿Qué es una ley de responsabilidad extendida del productor? Básicamente es la puesta en práctica del principio del que contamina paga. Es decir, si yo pongo en el mercado productos que contaminan o que son regulados por este tipo de normativa ambiental, yo tengo productor, es decir, yo el que estoy vendiendo esos productos o que lo estoy fabricando, tengo que hacerme cargo de la recuperación o valorización en la jerga jurídica chilena de esos productos para llegar a un modelo de economía circular. Antes de la entrada en vigencia de esta ley, lo que había era una economía lineal, ¿no? Donde uno extrae, fabrica, consume y luego desecha. Entonces nos encontramos con ríos y lagos llenos de neumáticos y en muchos casos, lamentablemente, con caminos llenos de basura, que es algo que en Latinoamérica es bastante usual. Entonces, como línea de base, antes de la dictación de esta norma, había alrededor de 17 millones de toneladas de desechos en Chile, de los cuales se pretende que en los primeros 5 años de implementación de la ley se pueda reciclar alrededor del 30%. Entonces son metas bastante ambiciosas y difíciles de lograr en el corto plazo. Entonces, lo que hizo esta ley fue cambiar ese paradigma lineal, ¿no?, por un paradigma de prevención y con esta pirámide invertida, reducir la cantidad de desechos que van hacia la eliminación. Es decir, yo prevengo, o sea, me tengo que hacer cargo del diseño, del ecodiseño de los envases. Luego voy a establecer mecanismos de recuperación y de recolección, de reciclaje, de valorización energética, y solamente lo que no puede hacer parte de estos procesos va al desecho sanitario o relleno sanitario, como se llaman en Chile. Entonces hay una lógica circular que ustedes ven en la figura del lado derecho, donde la idea es cerrar todo el ciclo productivo y desechar lo menos posible hacia el medio ambiente. Ahora, ¿en qué consiste la ley de responsabilidad extendida del productor? Más que una regulación propiamente tal, es un instrumento jurídico, perdón, económico, un instrumento jurídico económico, porque básicamente lo que hace es obligar a los productores, entendiendo por tales las entidades que ponen en el mercado cierto tipo de productos, como esta botella, por ejemplo, a hacerse cargo de la recolección de esos productos y por otro lado, de la valorización o del reciclaje de los mismos, ¿ya? Los productos regulados en Chile hasta la fecha son los aceites y lubricantes, los aparatos eléctricos y los electrodomésticos, las baterías, los envases y embalajes, que son los que tengo acá y que están regulados por el Decreto Supremo número 12 del 2020 del Ministerio de Medio Ambiente, los neumáticos, que también han sido regulados a través de un decreto del año 2019, y las pilas. Hasta la fecha, y es la razón por la cual yo me voy a referir a los envases y embalajes, aparte de la razón práctica que estoy trabajando en ese tema, no voy a hablar de los neumáticos porque ha sido particularmente engorrosa y difícil la puesta en práctica de la normativa. Yo les voy a explicar por qué ha sido complicada más adelante, pero básicamente ellos están atrasados. Es decir, ellos debieron haber entrado en pleno régimen de funcionamiento el año pasado y han perdido más de un año en tratativas con la autoridad ambiental de cómo tienen que ser los planes de gestión y todo eso. Y como resultado de este atraso van a ser multados de manera bastante importante por justamente no haber implementado las obligaciones dentro de los plazos que establecía la normativa. ¿Cómo opera la ley de responsabilidad extendida al productor? Bueno, el Ministerio del Medio Ambiente fija metas a través de estos decretos, es decir, el decreto 12 en el caso de los envases y embalaje, que establecen un cronograma
de metas y a cumplir dentro de un horizonte de 12 años para la recolección y valorización. Entonces, los productores de productos regulados tienen que asociarse en lo que se llama un sistema de gestión, que es una figura que existe en Europa también, que puede ser individual y colectivo, y que este sistema de gestión lo que tiene que hacer es presentar a la autoridad ambiental una estimación de los productos que se van a poner en el mercado, ¿ya? Productos prioritarios, es decir, cuántas de estas botellas yo voy a comercializar en el año que viene dentro del territorio nacional, una estrategia para lograr el cumplimiento de las obligaciones de recolección y de valorización, los procedimientos de licitación a través de los cuales el sistema de gestión va a asegurar la recolección por un lado y la valorización por el otro, el reciclaje por el otro, y un sistema de verificación de cumplimiento de las metas a través de entidades independientes, ¿ya? Finalmente, la parte de fiscalización de todo esto está en manos de la Superintendencia del Medio Ambiente, que es una institución que funciona al alero del Ministerio de Medio Ambiente y que no solamente se aboca a fiscalizar este tipo de cosas, sino que también, por ejemplo, el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, que establece cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir aquellos titulares de proyectos que tienen impacto ambiental y que para compensar o mitigar los efectos en el medio ambiente tienen que cumplir. Entonces, la superintendencia en el fondo es una especie de jurisdicción sancionatoria administrativa que viene a salvaguardar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental. Ahora, desde el punto de vista de los desafíos técnicos jurídicos, cabe hacerse la pregunta si estamos frente a esta regulación de los sistemas de gestión, si estamos frente a una figura de sobreregulación, yo les voy a explicar por qué, o de injerto normativo, o de greffe juridique, ce qu'on appelle en France. ¿Por qué? Bueno, como ustedes ven en el diagrama, estos productores, ¿no? Deciden, Coca-Cola, qué sé yo, CCU, que son embotelladoras importantes en Chile, deciden asociarse y dicen, bueno, formemos este sistema de gestión para entregarle justamente el desarrollo de estas, o el cumplimiento de las obligaciones a las que estamos sujetos en virtud de la legislación nacional. Entonces, por un lado, el ministerio, como ven ustedes, acá, no sé si se puede, claro, fija metas, y luego el sistema de gestión que recibe los aportes y que tiene relaciones contractuales con cada uno de los productores, contrata a través de procesos licitatorios abiertos la recolección y la valorización. ¿Cuáles son los problemas desde el punto de vista técnico-jurídico que esto representó cuando se estaba implementando en Chile? Es que justamente se copiaron instituciones o figuras del derecho español, ¿ya? Se estableció en la legislación chilena que estos sistemas de gestión tenían que consistir en personas jurídicas que no distribuyen utilidades. Entonces, y yo personalmente participé en el diseño de un sistema de gestión para neumáticos, y cuando estábamos ahí con los especialistas diseñando el sistema, nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo lo hacemos esto? ¿Puede ser una sociedad anónima que no distribuye utilidades? ¿Puede ser una sociedad por acciones, que es la figura simplificada de la sociedad anónima que tenemos en Chile, y que tiene la gracia de que puede ser unipersonal, a diferencia de la sociedad anónima? Y es muy simplificada en su funcionamiento también. Entonces dijimos, bueno, podemos hacer una sociedad por acciones que no reparte utilidades, y después de varios coloquios como este, se llegó a la conclusión de que no, que de acuerdo a la legislación chilena no es posible tener sociedades comerciales que no repartan utilidades, porque es contraria a la esencia de una sociedad comercial. Cosa que sí puede ocurrir en la legislación española. Entonces tenemos el caso de un injerto jurídico o de un injerto normativo, donde por importar una institución extranjera se produce un cierto efecto alergénico, ¿no?, en la legislación nacional, que no soporta este tipo de importaciones, por decirlo así, ¿ya? En España, Ecoembres, que es el sistema más grande de gestión en materia de envase y embalaje, es una sociedad anónima justamente sin ánimo de lucro, cuestión que, como decía, en Chile no resulta posible. Cuando uno revisa
la historia de la ley. Que en Chile nosotros tenemos lo que se llama la historia de la ley, que es un resumen o una transcripción de todas las discusiones parlamentarias que se hacen y de las presentaciones del Ejecutivo, ¿no? Que se hacen durante la tramitación de la ley. Yo la revisé y cuando se le preguntó al asesor del Ministerio de Medio Ambiente por qué se hablaba de entidades que no repartieran utilidades, dijo, bueno, lo que pasa es que a nuestro entender estos sistemas de gestión van a cumplir una función pública y por lo tanto, al cumplir una función pública, no pueden generar lucro. Yo cuando leí eso me pareció bastante sui generis porque uno podría preguntarse, bueno, y entonces la compañía eléctrica no cumple una función pública y sin embargo son empresas privadas con ánimo de lucro. Entonces, es todo lo que hay dentro de la discusión parlamentaria al respecto y lamentablemente a mí me parece bastante pobre como argumentación. La verdad de las cosas es que generalmente cuando se están diseñando normas, se hace un benchmarking, se ve cómo se hace en otras partes y alguien encontró que era muy buena idea copiar el sistema español. Entonces, ¿en qué redundó esto? En que como no era posible hacer uso de la figura de la sociedad anónima, tuvo que recurrirse a la figura de la corporación. En Chile existen corporaciones y fundaciones, imagino que acá también. Corporación, recordémoslo, es un conjunto de personas que se unen para cumplir un fin determinado al amparo del derecho civil. Fundación es un patrimonio que se afecta a la persecución de un fin determinado, como por ejemplo podría ser un museo, ¿ya? Entonces tuvimos que recurrir a la figura de la corporación, que no se tenía prevista, o que en general en el orden jurídico chileno no se utiliza para ese tipo de empresas, ¿no? Sino que se utiliza para, por ejemplo, clubes deportivos, colegios, universidades, etc. Entonces tuvimos que usar esta figura de la corporación a una cosa más bien de mercado, ¿no? Porque esto, recordemos, nos damos cuenta al tiro, es una cuestión de regulación de un mercado, ¿ya? ¿Y por qué planteo que hay una sobreregulación? Porque existe en Chile una ley, o sea, una normativa de libre competencia que es bastante exigente, y al momento de legislar sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, no se dieron cuenta que al mismo tiempo se estaba reformando la ley de libre competencia, la legislación de libre competencia. Entonces, ¿qué pasó? Por un lado, la ley REP, o de responsabilidad extendida al productor, lo que exige para evitar figuras de concentración vertical, ¿no? Establece que es obligatorio que las bases de licitación abierta que hacen los sistemas de gestión tengan que ser revisadas por el Tribunal de la Libre Competencia, ¿ya? Para salvaguardar justamente que no existan distorsiones de mercado o problemas de colusión. Pero lo que no se dieron cuenta es que se estaba reformando la ley de libre competencia que dice que cuando productores de un mismo producto, valga la redundancia, cuando se asocian por cualquier fin, los estatutos de esa entidad a través de la cual se asocian tienen también que ser validados por el Tribunal de la Libre Competencia. Entonces hubo una sobreregulación porque un efecto que nadie previó era que los estatutos de los sistemas de gestión tienen que ser validados. Entonces esto ha generado no solamente problemas de práctico y discusión jurídica bastante intensa en su momento, sino que también un problema de demora, ¿no? El primer sistema de gestión que se constituyó estuvo 27 meses en el Tribunal de la Libre Competencia hasta que lograron aprobar los estatutos, ¿ya? Que ellos pagaron el precio, ¿no? Los otros que se han ido formando ya tomaron esos informes que son públicos y lo hicieron propio y fue mucho más fácil su constitución, pero los primeros se demoraron más de 2 años. Entonces, eso explica también por qué en el caso de los neumáticos han tenido bastantes problemas. Otra de las condiciones que establece la legislación para el sistema de gestión es la libertad de incorporación, es decir, yo no puedo discriminar, yo, productor grande, me asocio con otro productor grande, creo un sistema de gestión, pero lo que dice la legislación chilena era que, por ejemplo, si yo como persona natural quiero hacer una importación de más de 300 kilos de algún producto regulado, en el caso de los envases y embalaje, yo tengo que contratar con un sistema de gestión y garantizarle al Estado que yo ya tengo un contrato que se va a hacer cargo de mis cuotas de reciclaje
para poder internar la mercancía al país. Entonces, en el fondo lo que se trató de hacer es que los sistemas de gestión no son solamente para los grandes, sino que yo también, productor pequeño, puedo tocar la puerta y celebrar un contrato con ellos que asegure que yo puedo seguir comercializando mis productos en Chile. Y finalmente, en el caso de los sistemas de gestión para envases y embalajes, se prohibió el uso de los sistemas de gestión individuales. ¿Qué es un sistema de gestión individual? Es lo que se hace, por ejemplo, en materia de neumáticos de minería, que son particularmente complicados porque tienen una gran cantidad de metal dentro, a diferencia de los neumáticos de auto que tienen menos metal y los neumáticos de motocicleta que no tienen metal en absoluto. Entonces los procesos de reciclaje son distintos. Y en el caso, por ejemplo, de los neumáticos mineros, se pueden usar sistemas de gestión individuales, es decir, yo voy y contrato a la empresa del profesor Gació, que se dedica al reciclaje de neumáticos, y acredito ante la autoridad ambiental que estoy cumpliendo con mis metas y así se acaba el problema. Pero en el caso de los envases y embalajes, para evitar que los grandes en el fondo lo hicieran independientemente y para permitir en el fondo el uso de una economía de escala que vaya en beneficio de los productores más pequeños, se prohibió la figura del sistema de gestión individual, ¿no? Bueno, respecto a los desafíos económicos, bueno, ustedes se imaginarán el costo de esto, y sobre todo para una economía como la chilena, que es una economía relativamente pequeña. Y yo me acuerdo que en los primeros coloquios que se organizaron al respecto, cuando estábamos diseñando el tema de los neumáticos, alguien dijo por ahí que existen dos clases de sistemas de gestión, dicen los caros y los muy caros, ¿ya? Entonces, justamente lo que se trató de hacer para tratar de disminuir un poco el costo del reciclaje fue justamente crear economías de escala y propender a la asociatividad. Y en una de las primeras exposiciones que se hicieron acá en este coloquio se habló del principio de solidaridad, ¿no? Quizás esta es una materialización de un principio de solidaridad de los productores de productos regulados, en el sentido de tener que asociarse para hacer frente a sus obligaciones. Y por otro lado, un desafío económico es el cerrar el círculo de la economía circular, porque les explico. Hoy día en Chile, por ejemplo, si yo importo este vaso, que viene vacío, ¿no? Vienen a granel y vienen vacío, yo no estoy regulado por la ley REP. Pero AMPM, que lo pone en el mercado, ellos sí están regulados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay una especie de distorsión, porque en el fondo, al ser la entidad regulada el que comercializa el producto con producto al interior, ¿no? Que lo vende con café al interior, o con jugo o bebida, lo que sea, hay pocos incentivos para que se trabaje en el diseño de la materialidad del producto. Es decir, yo puedo poner en el mercado este vaso, este otro vaso, o este otro vaso, ¿ya? Y yo no estoy regulado. Y bueno, ya verán quién me lo compra, ¿no? Y se tendrán que hacer cargo de la obligación de reciclar en función de qué está hecho, de cuánto pesa, de cuál es el porcentaje de reciclar o la tasa de reciclabilidad del producto, etcétera, etcétera. Y en función de eso, el sistema de gestión me va a cobrar diferente por este vaso que por este vaso, ¿ya? Por el peso y por la materialidad también. Entonces, ¿por qué puse esa rayita negra en el fondo? Porque en el fondo la ley REP no llega al que importa el producto. Entonces, hay pocos incentivos para el ecodiseño del producto, y voy a volver sobre ese tema más adelante. Otro desafío económico también es el cumplimiento de metas. Estos son los dos cuadros. El de la izquierda, en el fondo, lo que hace es, según la materialidad, es decir, cartón para líquidos, metales, papeles, cartones, plásticos y vidrio en envase de embalaje, establece las metas a las cuales se tienen que llegar dentro del horizonte de 12 años, y como ustedes ven son más o menos equivalentes a aquellas que existen hoy día en la Unión Europea, lo cual para una economía como la chilena es súper, súper exigente y ambicioso. Y por otro lado, en el cuadro de la derecha están el porcentaje de viviendas que tienen que ser alcanzadas por el sistema de recolección de residuos. Es decir,
al cabo del año número 12, yo tengo que llegar al 80% de los domicilios en Chile y asegurar un sistema que permita el reciclaje y la separación de residuos in situ, ¿ya? Lo cual ustedes se imaginarán que es bastante complicado, porque si ustedes ven el mapa, eso es el territorio de Chile puesto en perspectiva con Europa, ¿ya? Es decir, básicamente es una pesadilla desde el punto de vista logístico, sobre todo considerando que la mayor cantidad de la población se concentra en la parte central de Chile, en la región quinta, sexta y metropolitana, y que la población va disminuyendo a la medida en que nos vamos alejando del centro, pero las metas obligan a que también se llegue al 80% de las viviendas en las zonas más alejadas, como el extremo norte en Arica o el Punta Arenas en la Patagonia. Entonces, en el fondo, desde el punto de vista de la cobertura geográfica, esto genera desafíos sumamente importantes y aumento de costos. Porque la paradoja es que yo perfectamente podría alcanzar todas las metas de reciclaje con lo que se produce y con lo que se desecha en la zona central de Chile. Sin embargo, para evitar que haya neumáticos en las lagunas de los glaciares de Torres del Paine, por ejemplo, en el extremo sur, bueno, justamente es que se estableció este sistema muy exigente que no hace otra cosa que subir el costo, ¿ya? Y por último, hay un desafío de tipo de educación ambiental, pero que también tiene un componente económico. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo he hablado, parte de mis tareas es, ¿no?, hablar con los productores y con los grandes productores para saber qué proyectos de reducción de residuos ellos están implementando o quieren implementar al alero de esta normativa que yo estoy diseñando. Entonces, cuando tú hablas con ellos, dicen, mira, yo puse un proyecto piloto súper interesante, donde yo lo que hice fue achicar los envases. Entonces yo tenía 2 envases, uno al lado del otro, ¿ya? Y acá ustedes ven por qué lo hicieron. Lo que hice, es decir, lo que hicieron es reducir el envase, y teníamos 2 envases de distinto tamaño, pero con igual peso neto. ¿Y qué hizo la gente? Dejó de comprar el envase más chico porque visualmente pensaban que contenía menos producto. Es decir, no leían la etiqueta y no se dieron cuenta que en el fondo era un esfuerzo del productor por generar menos residuos. Entonces, yo fui acá a MPM, que le hago propaganda ahora, y vi estos 2 envases. Son exactamente del mismo tamaño, pero uno tiene 75 gramos y el otro tiene 45 gramos. Bueno, ustedes me dirán, son productos diferentes. Pero no, ¿por qué el envase que tiene 45 gramos neto tiene exactamente el mismo tamaño? Bueno, hay 2 razones. La primera, probablemente como es la misma empresa que los produce, es economía de escala. Yo importo exactamente el mismo producto y así no tengo que estarle pidiendo a mi proveedor en China que me fabrique 2 envases diferentes porque eso aumenta el costo. Pero al mismo tiempo, y es probablemente si uno hablara con los representantes de la empresa, dirían, bueno, se produce el mismo fenómeno. Si yo achico este producto, yo tengo las papas fritas del lado, que tienen el envase más grande, y la gente va a ir a comprar el más grande por un efecto visual. Entonces, son aspectos de comportamiento del consumidor que tienen un impacto económico y un impacto justamente en la cantidad de residuos que se generan. Y de los cuales esta normativa se tiene que hacer cargo también, ¿ya? Luego, el último desafío, que es justamente el más interesante porque yo estoy trabajando en ese ahora, es el desafío de innovación. Porque ¿qué es lo que hizo el legislador chileno en cuanto a innovación respecto a lo que se hace en Europa? Es que en Europa, básicamente la ley de responsabilidad extendida del productor se ha transformado en un impuesto verde. Es decir, el que contamina paga, y en la práctica, como yo ahora que vendo esta botella me tengo que hacer cargo del reciclaje de la botella y de la tapita que se hacen en procesos distintos, simplemente aumento el costo. Y en materia de neumáticos, por ejemplo, el aumento del costo en Chile por unidad es de un 20%. Entonces no es un costo menor para el consumidor, sobre todo en economías pequeñas como la chilena. Entonces lo que quiso hacer el legislador chileno fue crear un mecanismo adicional que justamente permita cerrar el círculo. Y es decir, bueno, yo Estado, lo que voy a hacer es que al productor, independientemente de la relación que ellos tienen con el sistema de gestión, que acá se ve más
de manera más clara, independientemente de la relación contractual que el productor tiene con su sistema de gestión, yo Estado le voy a dar un premio. Y ese premio va a ser por proyectos de reducción o de mejora de la materialidad de los productos. Es decir, lo más lógico es que uno piense, bueno, ¿cómo puedo hacer un proyecto que tenga un impacto inmediato? Bueno, en lugar de esta tasa, voy a usar esta otra, porque esta tiene menos peso, ¿ya? Y por lo tanto, yo le tengo que pagar menos al sistema de gestión. Pero eso es como lo básico, lo obvio, ¿no? Hay un proyecto reciente en Chile de reducción del peso de las tapitas de este tipo de botella, que lo que hace es justamente disminuir el peso. Pero el gran desafío de esta normativa que yo estoy ayudando a diseñar, en el fondo es cómo hacerse cargo de otros elementos. Porque no es solamente el peso, es también, por ejemplo, acá les traje otro ejemplo, en el paté, ¿ya? Uno encuentra este que es el clásico envase de paté, que todos conocemos desde que yo era niño, por ejemplo, y este otro. Ustedes dirán, bueno, a ver, pero este tiene más, pesa más, bueno, más grande, pero pesa más, tiene este componente de PET que también podría pensarse que contamina más, pero sin embargo es mucho más reciclable que este otro. Este otro pesa menos, pero tiene problemas porque esto de lo que está construido es de capas de plástico. Y al tener capas de plástico para permitir la refrigeración y la conservación en frío, lo que hace es que sea menos reciclable, ¿ya? Y probablemente las tintas que se usan acá son más contaminantes que las tintas que se usan acá. Entonces, en el fondo, este mecanismo de bonificación lo que va a permitir es justamente hacerse cargo de que este tipo de cambios sean recompensados para el productor. Entonces, ¿y cómo va a funcionar? Yo, productor, digo, oye, señor Ministerio de Medio Ambiente, mire, yo estoy cambiando este envase por este otro envase, reconózcamelo, ¿ya? El ministerio dice, sí, efectivamente hay un efecto positivo en el medio ambiente. Entonces, aparte de que me va a salir más barato reciclarlo, porque mi sistema de gestión me va a tener que cobrar menos, porque esto es más reciclable y menos contaminante que esto otro, el ministerio me va a dar un bono que yo voy a hacer valer ante el ministerio, ante el sistema de gestión también. Entonces voy a tener un doble beneficio. Por un lado, voy a tener un premio económico que voy a tener que pagarle menos de acuerdo a mis condiciones contractuales al sistema de gestión, pero al mismo tiempo voy a tener una cuota de reducción de mis metas de valorización que yo puedo hacer valer ante el sistema de gestión. Y ustedes dirán inmediatamente, bueno, pero eso crea otros problemas. Sí, efectivamente eso crea otros problemas. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el impacto económico en los sistemas de gestión? Estamos hablando de productores gigantescos, estamos hablando de Coca-Cola, de, qué sé yo, de cadenas de supermercados chilenas que están presentes en 4 países. Entonces, no es menor el impacto económico porque si el sistema de gestión lo que tiene que hacer es informar al Ministerio de Medio Ambiente de un año a otro, mire, el próximo año Coca-Cola tiene que reciclar 100 toneladas, por ejemplo. Y yo, Coca-Cola, voy a ir con mi bono, entonces ya no tengo que reciclar 100 toneladas, tengo que reciclar solo 80. Sin embargo, el sistema de gestión tiene que seguir reciclando 100 porque eso está de acuerdo a las metas que fijó el propio legislador. Entonces, no sé si me explico, ¿ya? En el fondo, yo lo que tengo que evitar es que haya un impacto económico negativo en los sistemas de gestión, que son muy caros de financiar. Por otro lado, tengo que evitar el traspaso de esos costos a otros productores, porque yo voy a tener que reciclar menos, pero como el sistema de gestión tiene que cumplir las metas, ¿cierto? ¿Quién va a pagar por ese delta que se produce en la disminución de la cuota? Bueno, la idea es evitar que sean los chicos o los otros productores que estén subvencionándose entre ellos por la aplicación de este mecanismo. Y finalmente, hay un problema a evitar que es la discriminación con los productores chicos. ¿Por qué? Cuando yo estaba postulando a este proyecto, una de las primeras cosas que me dijeron era, mira, existen 14.000 productores regulados de envases y embalaces en Chile, y nosotros, ministerio, no tenemos la capacidad de estudiar 14.000 proyectos al año. O sea, es imposible. Aparte que el decreto establece plazos bastante acotados de evaluación de proyectos, ¿no? Con criterios, etc. Entonces, vamos a tener que concentrarlo en los grandes, ¿ya? Pero eso genera otros problemas de discriminación entre productores. Y segundo, lo que les decía era que
un proyecto de un productor grande, como la reducción del peso de la materialidad de un producto, puede ser menos beneficioso para el medio ambiente que un productor chico que cambia este envase por este otro, ¿ya? Entonces, parte del desafío consiste también en tratar de ver de qué manera, por una cuestión de capacidad administrativa del ministerio para estudiar y aprobar proyectos, que los productores chicos no se vean perjudicados. Así que, como esto está en pleno desarrollo y esto que yo les presento, estos problemas son el fruto de mi propia reflexión al conversar con los sistemas de gestión, al conversar con los productores, recibo ideas, porque de verdad que es bastante complicado cómo resolver este mecanismo desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Víctor. Entonces, obviamente, muy interesante conferencia y muy interesante desde varias perspectivas, porque justamente vimos algo muy interesante, que muchos de ustedes aquí, los chicos, los más jóvenes, los estudiantes, quieren ser abogados. Y se ve que para ser abogados y para ser un buen abogado hay que ser creativo. Hay que pensar mucho, hay que pensar de manera sistemática y que no siempre, y lo digo por asunto cultural de la UCR, los ingenieros no siempre son nuestros enemigos. Entonces a veces hay que colaborar con ellos para ver cuáles son las soluciones factibles para defender un derecho al ambiente, etcétera, y lograr en práctica que las empresas, de las más chicas a las más grandes, internacionales, transnacionales, etcétera, logran acoplarse a una normativa. Y que también lo político tome en cuenta estas características, es decir, que a veces hay